Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de Delubal Software. Donc, je suis Damien Tonnet, je serai votre présentateur pour toute cette matinale, ingénieur technico-commercial chez Delubal Software à Paris. Ce matin, nous allons traiter de tout ce qui est appui de calcul et compression perpendiculaire selon la norme EN 1995, l'Eurocode 5. Et ici, on traitera ces points-là sur un exemple de plancher. Pendant cette matinale, si vous avez des questions, vous pouvez passer directement via l'interface dédiée, le chat, et on pourra répondre à vos questions juste à la fin de cette matinale, soit directement par mail ou par téléphone. Et si jamais vous avez des questions qui vous reviennent par la suite, vous pourrez toujours les envoyer à info@delubal.fr. Donc, aujourd'hui, nous allons voir dans un premier temps comment modéliser rapidement un plancher. Donc, on va modéliser rapidement ce plancher-là. Puis après, on regardera plus particulièrement pour la partie vérification, notamment ELU, puis surtout aussi la partie ELS, à quoi peuvent servir les appuis de calcul. On traitera également tout ce qui est compression perpendiculaire au fil au niveau de ces appuis. Donc, on va basculer au niveau de RFEM déjà pour pouvoir modéliser rapidement notre plancher. Donc là, ici, on est au niveau de l'interface de RFEM6. Vous pouvez voir ici que j'ai déjà quelques sections. Donc, j'ai déjà prédéfini certaines sections au niveau de mon modèle. Donc là, j'ai 4 sections qu'on va utiliser pour la définition de notre plancher. Donc pour créer ce plancher-là, je vais pouvoir dans un premier temps utiliser les lignes directrices. Donc là, ici, je peux par exemple venir chercher des lignes directrices et venir tracer des lignes directrices. Alors je vais les verrouiller ici et puis je vais en mettre une première à 0, donc parallèle à X. Je vais également en faire une autre à 8.5, toujours parallèle à X. Les autres, je vais les faire parallèles à Y et je vais en mettre une à 0, une autre à 4 mètres. Ok, une autre à 7 mètres et puis une autre à 11 mètres. Ok, donc là, on a nos lignes directrices. Alors, il y en a une ici qui a, j'ai dû la taper, bouger la souris, c'est pas grave, je vais en refaire une autre, ou sinon je vais venir la modifier, on peut venir la modifier. Ici, ligne directrice, ça va être la deuxième. Hop. Effectivement, on est passé à 24, j'avais dû glisser la souris, je la remets à 8 mètres. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, j'ai ma délimitation de plancher avec mes différentes travées de plancher et on va pouvoir venir tracer nos barres. Alors pour créer les barres, je viens directement dans la barre d'outils, créer une nouvelle barre. Et ici, on va rester sur des poutres standards. On retrouve les différentes définitions de poutres. Je vais venir définir ma section. Donc, comme j'ai déjà défini des sections, on les retrouve dans la liste déroulante. Ici, on est sur une section de bois, donc section rectangulaire, avec un matériau C24 pour nos solives qui sera appliqué. Donc là, une section de 120 par 240. OK, et une fois que l'on a défini notre section, on va venir valider et venir tracer une première barre. Je suis toujours dans la fonction, je trace une deuxième et puis une troisième barre. Une fois que j'ai tracé mes 3 barres ici, je vais pouvoir venir les copier. Donc je viens faire une sélection lasso directement de mes 3 barres et je vais aller dans la fonction copier-déplacer. Je vais créer ici 9 copies et ici je vais sélectionner le vecteur. Donc là je peux sélectionner mon vecteur par rapport à la ligne directrice. Ici, bon, je l'avais remis à 8 mètres, bon, je vais la corriger, c'était 8.5, la bonne distance. Et puis ici, ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir le préciser qu'on ne vient pas créer des copies distantes les unes des autres de 8,5 mètres, mais que la dernière copie est à 8,5 mètres et que les autres copies devront être réparties à distance égale entre 0 et 8,5. Donc là, je vais mettre total, ce qui va permettre d'activer cette option. Je vais faire OK et maintenant, on va avoir nos barres ici qui sont créées directement comme on le souhaite. Donc là, on a nos 9 copies.
Je vais pouvoir venir sélectionner certaines barres. Alors ici, on va avoir une zone avec une trémie. Cette trémie, on va l'ouvrir. On aura quelques barres ici en porte-à-faux. Donc je vais venir faire une division au niveau des barres et je vais diviser les barres avec n nœuds intermédiaires ou à une distance. Ouais, je vais faire le choix de la division à une distance de 1 mètre à partir de la fin de barre et je valide. Ici, je peux venir sélectionner les barres que j'ai coupées et les supprimer. Ce nœud-là, j'en aurai besoin pour repère pour les charges, donc je vais venir le copier à ce niveau-là pour avoir ce point de repère au niveau de la partie chargement. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir venir définir les autres barres de notre modèle. Donc cette partie-là, on sera directement sur appui. Ici, on va avoir une poutre, donc je vais venir définir une nouvelle barre. Ici, on sera sur une barre avec la section de 160 par 400 en lamelé collé. Je la trace de là à là. Je vais avoir une autre barre également de 160 par 250 à ce niveau-là. Et puis je peux tracer celle-ci, je viendrai la modifier juste après. Donc là, ici, on va venir juste changer la section et on va partir sur une barre de 160 par 360. OK. Ici, on a avec l'affichage couleur standard, on peut venir modifier si on veut voir le code couleur avec nos sections colorées. Donc ici, je peux changer avec un code couleur, par exemple, par section. On peut éventuellement passer en filaire et on va pouvoir maintenant définir les appuis. Au niveau des appuis, je viens sélectionner donc, tous les points d'extrémité de ces barres-là et je viens venir définir un nouvel appui. Soit je viens modifier les nœuds, comme je viens de faire, double-clic et j'active l'option appui, créer un nouvel appui. Et ici, on va venir définir un appui où on bloque ici la rotation autour de phi x. Et on peut valider. OK. On va également venir définir les appuis à ces extrémités-là. Et ici, je peux passer aussi directement par la création d'un appui. Je vais venir créer mon appui. On sera avec phi x de bloqué et on va libérer la translation UX. OK. À ce niveau-là. Je viens ensuite définir les appuis pour les poutres support. Ici, on va bloquer phi y. Et aux extrémités, alors on aura ici un poteau également, un appui. Aux deux extrémités, on aura éventuellement ici un poteau intermédiaire et puis un appui en fin de barre. Et puis là également un autre appui en fin de barre. Donc je viens sélectionner les nœuds qui m'intéressent à ce niveau. Et puis je viens définir mon appui. Donc là on va bloquer phi y et on va libérer UY en translation. OK. Donc voilà pour la définition de nos appuis. On peut repasser en affichage éventuellement solide ou solide transparent au niveau du modèle. Les lignes directrices, la grille de lignes, j'en ai plus la nécessité. Donc je peux venir les désactiver pour ne plus forcément les voir. OK. Et ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est venir définir. Alors je vois qu'il y a un appui que j'ai dû oublier. Je vais le copier directement avec la touche contrôle. Et ici, ce que l'on va pouvoir faire, c'est venir définir notre chargement. Ici, je vais venir créer, pour notre exemple, 3-4 charges supplémentaires. On aura le cas poids propre. Je vais avoir également
un autre cas de charge qui sera un cas de charge d'exploitation. Alors pourquoi pas par exemple de bureau. Je vais l'appeler exploitation 1. On va découper nos zones, par exemple de plancher, pour faire plusieurs zones de chargement. Exploitation 2 et exploitation 3. OK. Et on va pouvoir venir appliquer nos charges dans la partie poids propre dans un premier temps. Ici, pour le chargement, on va venir dans le navigateur données et venir définir nos chargements. Donc pour ça, on va aller dans la partie assistant de charge, charge surfacique, en charge de barre. Donc on vient double-cliquer directement et ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir créer notre première charge surfacique qui sera ensuite convertie en charge de barre dans la partie CC1 poids propre. Et là, on va venir définir une charge négative puisque le Z global est vers le haut. Donc, je viens définir une charge de moins 2 kN par mètre carré. Et ici, on va passer dans la partie géométrie. Dans la partie géométrie, je peux venir sélectionner les nœuds de contour. Et ici, on peut voir l'utilité du nœud que je viens de rajouter tout à l'heure. Il me permet de venir sélectionner, de fermer la zone à ce niveau-là pour la trémie. Je valide et je viens désactiver l'application des charges sur les barres qui sont parallèles à celle-ci pour ne pas charger nos 3 barres qui sont ici. OK. Et ensuite, je peux faire appliquer. Ici, je vais venir copier ce cas de charge, changer le cas de charge pour passer dans le CC2 et venir définir une charge de moins 2,5 kN par mètre carré. Dans la partie géométrie, je vais venir maintenant sélectionner une nouvelle zone, c'est-à-dire on va définir la première zone de chargement d'exploitation qui sera celle-ci. Ici, celle-ci, c'était celle qu'on avait copiée du CC1, je peux la supprimer. Je peux faire appliquer et suivant. Ici, on va venir copier et venir créer une nouvelle, et cette fois-ci dans le CC3. Ici, la géométrie, je viens supprimer pour venir sélectionner la nouvelle zone, qui sera celle-ci. OK. Et dernière copie, où on vient passer dans la CC4, toujours moins 2.5, et on vient modifier la zone de chargement. Alors, vous pouvez également sélectionner les cellules. Moi, je vais sélectionner directement les zones de contour en sélectionnant les nœuds de contour. OK, on peut faire appliquer et on peut regarder maintenant notre chargement pour nos différents cas de charge. OK. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est de venir finir la définition de nos barres. Ici, on va avoir des articulations de barres à définir. Celle-ci, on n'aura pas la nécessité puisque on est déjà sur des appuis. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de définir des articulations aux extrémités de ces barres-là à ce niveau-là. On appuie sur notre poutre. Donc là, en fin de barre, on va venir activer des articulations. Donc, je viens activer les articulations en fin de barre. Et ici, on vient définir une nouvelle définition d'articulation. On prend l'articulation standard qui est proposée, on libère phi Y et phi Z local de la barre et on peut valider. De l'autre côté, à ce niveau-là, pour la travée du milieu, on va pouvoir également définir des articulations, cette fois-ci aux 2 extrémités, début et fin de barre. Là, on part sur le principe où on aura juste vraiment des barres qui sont, par exemple, connectées avec des sabots ou des queues d'aronde au niveau de nos poutres principales, de notre poutre support. Donc, on a ici des poutres coupées. Également, celles-ci, on va pouvoir venir les articuler en début, et il y en aura juste une seule qui sera articulée en début et fin de barre. Je vais déjà modifier ceci. Donc articulation
en début de barre, et puis on va venir rajouter pour celle-ci l'articulation de fin de barre également. Donc je viens modifier pour ces barres-là, je viens définir déjà mon articulation de fin de barre. OK. Ici, j'ai fait exprès de garder cette partie-là et de venir définir des petites portions ici de barres. On va considérer, prendre l'hypothèse qu'à ce niveau-là, on aurait par exemple des barres qui sont filantes sur notre barre d'appui. Du coup, on doit avoir une continuité, sauf que si on articule juste ces barres-là aux extrémités avec une articulation simple, on va avoir une instabilité puisque les barres vont pouvoir tourner autour de l'axe de notre barre d'appui. Donc là, ici, ce qu'on pourra définir dans ce cas-là, ce sera venir définir des articulations ciseaux. Donc on va profiter de ce petit exemple pour voir comment définir une articulation ciseaux. Donc je vais prendre mes 4 barres d'extrémité ici qui sont en porte-à-faux et je vais venir définir une articulation en fin de barre. Et là, on va changer le repère, le système de coordonnées. On va partir sur le système de coordonnées global. Et on va pouvoir venir définir ici l'option ciseaux qui va permettre en fait de retransférer soit tout ce qui est effort, si on active des translations, efforts normaux ou cisaillements ou tranchants, ou bien tout ce qui est moment pour les retransférer à la barre qui aura la même articulation ciseaux pour le même nœud. Donc ici, nous, on reste avec juste phi Y et phi Z, donc là qui sont les Y et Z globaux du modèle, de libre. OK. Et donc là, on a bien ces données-là qui seront retransférées au niveau de notre articulation ciseaux. Je valide ici, et on a nos articulations ciseaux à ce niveau-là. Tout ce qui se passe en extrémité de barre ici devrait être retransféré à ces extrémités de barre là. Donc ici, pour ces débuts de barre là, on va venir définir la même articulation ciseaux en début de barre. OK. Voilà pour la définition de notre modèle. On a juste un point à modifier, c'est la partie nœud. Au niveau de RFM6, on peut préciser que des nœuds appartiennent à des barres. Ici, c'est ce qu'on pourrait faire, par exemple, pour ces nœuds-là, également tous les nœuds ici en appui sur nos poutres. Ça pourrait être intéressant, notamment pour la partie analyse de stabilité, si on veut pouvoir considérer ces nœuds-là au niveau des barres et les détecter automatiquement pour pouvoir définir des maintiens latéraux, par exemple, au niveau de la partie stabilité. Donc là-dessus, ce sera très simple. On peut venir sélectionner nos nœuds. Ici, alors, juste les nœuds qui nous intéressent. Hop. Et ici. Et directement, en double-cliquant sur un nœud, on va pouvoir changer le nœud en nœud sur la barre. OK. Et donc là, si je passe en modèle filaire, ici on peut voir que nos nœuds ont changé de code couleur. Ici, ceux-là, je ne les ai pas changés, c'est pas très grave. On n'aura pas forcément l'utilité ici dans l'exemple. C'est pour vous montrer qu'on peut changer directement plusieurs nœuds et les assigner directement en nœuds sur la barre pour plusieurs barres différentes en une seule fois. Ici, celui qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est celui-ci, le nœud d'appui intermédiaire de notre poutre. On va à présent pouvoir passer sur la partie réglage pour pouvoir partir après sur tout ce qui est vérification. Sur la partie paramétrage, on va juste repasser dans la partie cas de charge. Donc là, on a vu qu'on a créé nos 3 cas de charge supplémentaires d'exploitation. Ici, on retrouve nos actions permanentes imposées, nos situations de projet qu'on va passer ici en analyse géométriquement linéaire. Et puis après, on retrouve nos combinaisons d'actions et nos combinaisons de charges qui sont générées. Si vous regardez au niveau des combinaisons de charges, vous avez ici des durées de charge qui sont indiquées. Pareil pour les cas de charge, vous avez ici des informations sur des durées de charge. Ça, ces paramètres-là sont liés au fait qu'on ait activé la partie Eurocode 0 plus bois pour tout ce qui est combinaison.
Donc, je vais juste vous montrer ce point-là. Le modèle ici, moi, je l'avais déjà créé à la base, mais dans les paramètres de données de base, ce qu'on a fait, comme on est sur un projet bois, on est parti sur l'activation du module vérification du bois. Et au niveau des normes, on a choisi la norme Eurocode 0 plus bois pour tout ce qui est gestion des combinaisons au niveau de notre modèle. Vous retrouvez également ici le réglage du coefficient de déformation KDF pour le modèle global. Une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir maintenant venir paramétrer nos barres pour la partie vérification bois. Au niveau de cette partie-là, on avait dit que un point qui ne nous intéresse pas forcément, c'était la partie stabilité. On va prendre pour hypothèse que au niveau de ce modèle-là, la partie stabilité ne sera pas nécessaire. On aura peut-être un plancher ici, et puis des éléments qui vont maintenir nos barres et empêcher les déversements ou flamements. Donc on va prendre comme hypothèse que ici on néglige les vérifications en stabilité de nos barres. Donc pour cela, on va pouvoir venir directement modifier les paramètres liés aux parties vérification bois. Donc là-dessus, on va les retrouver directement, soit dans la partie navigateur ici, où on aura la partie dédiée à la vérification bois, ici, avec notamment les configurations ELU, ELS, résistance au feu, à ce niveau-là. Donc on peut directement cliquer ici pour pouvoir modifier la partie configuration ELU. Donc, vous pouvez créer plusieurs configurations pour éventuellement les assigner à différentes barres du modèle. Là, ça sera la même appliquée à toutes les barres et je vais venir ici désactiver la vérification de stabilité. Ici, on est sur des poutres en bois massif C24 pour nos solives et sur des poutres en bois lamelé collé. Sur nos poutres en bois lamelé collé, on peut éventuellement activer une autre option. Alors ici, on peut voir les paramètres, sur les paramètres des options générales ici pour les barres. Et puis ici, on aura dans les paramètres de la norme la possibilité d'activer des coefficients spécifiques, soit pour la partie bois massif, bois lamelé collé, notamment ici pour la partie flexion, comme on a des bois lamelé collés inférieurs à 600 mm de hauteur de section, je vais venir activer le KH à ce niveau-là. Ok, vous retrouvez les autres options ici qui sont disponibles avec toujours aussi les références aux parties de l'Eurocode. Ok. Et ensuite, on va pouvoir venir paramétrer nos barres. Alors, si on vient sélectionner, par exemple, nos poutres ici, on peut venir faire un double clic sur nos solives et aller dans la partie type de calcul. Ici, on va retrouver les paramètres de longueur efficace qui sont celles qui seront utilisées pour la partie analyse de stabilité. Dans cette partie-là, vous pourrez préciser les analyses de stabilité à effectuer et éventuellement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pouvoir récupérer les nœuds intermédiaires le long des barres pour pouvoir définir des maintiens. Ça ici, c'est pas ce qui va nous intéresser. Vous avez ici la partie classe de service, qui est par défaut ici une classe de service 1 assignée à nos barres. Et puis éventuellement ici la possibilité de définir des réductions locales de section s'il y a des entailles à définir. Ici, nous, on va passer sur la partie configuration de calcul. Sur la partie configuration de calcul, on a déjà vu la partie ELU que l'on a réglée directement de notre navigateur. Pour la configuration ELS, on peut regarder cette partie-là. On retrouve ici des réglages pour les contrôles de flèches sur des poutres à 2 appuis et sur les poutres en porte-à-faux. Donc là-dessus, ce qui va nous intéresser, c'est justement de voir comment est gérée cette partie-là pour déterminer si on est sur des poutres sur 2 appuis ou sur des poutres en porte-à-faux. Et puis dernier point, ce sera la partie vérification, la configuration résistance au feu si vous avez activé, ajouté des combinaisons ELU pour le feu. On va pouvoir basculer sur la partie flèche et appui de calcul. Pour cette partie-là, vous avez ici le réglage pour les flèches. Ici, on est sur des poutres directement avec des appuis aux extrémités. Donc, directement, les travées qui sont détectées, ça va être directement la travée globale, donc la longueur totale de notre poutre.
Ici, on n'a pas d'appui intermédiaire, donc automatiquement, lors de la vérification, il considérera qu'on est sur une poutre sur 2 appuis. Au niveau des flèches, je vais activer la vérification uniquement selon l'axe local Z de mes barres. Donc là, ici, on garde cette partie-là et on contrôlera donc ici nos poutres comme si elles étaient sur 2 appuis automatiquement si on ne fait pas de réglage spécifique autre que cela. Donc on va voir juste après justement les appuis de calcul. OK. Ici, celles-ci, elles vont nous intéresser, mais juste avant, on va les regrouper sous un ensemble de barres. Donc ici, je vais avoir 4 ensembles de barres qui vont être créés. Donc je vais directement créer les ensembles de barres, donc en les sélectionnant. Et ce que l'on va venir paramétrer, ce ne sera pas les barres individuellement, mais ce sera directement les ensembles de barres. Donc là, je peux venir sélectionner les ensembles de barres, faire les modifications. Et ici, on va pouvoir venir sur la partie propriétés de calcul pour activer non pas les propriétés de calcul pour les vérifications liées aux barres, mais liées aux ensembles de barres. Donc là, on a nos onglets spécifiques qui s'activent ici. Ici, on retrouve nos configurations ELU, ELS, IFE, et puis la partie flèche et appui de calcul. Ici, je reste toujours selon l'axe local Z, ici. Et la petite particularité, c'est qu'ici, on va avoir une partie qui sera une poutre sur 2 appuis et une partie qui sera contrôlée comme une poutre en porte-à-faux. Donc, on va justement voir l'utilité des appuis de calcul. Donc, je vais basculer sur le PPT et on va voir ce qu'on pourra définir au niveau de nos appuis de calcul. Au niveau des appuis de calcul, selon les directions Z ou Y, on aura le choix. On pourra donc définir selon les 2 axes locaux de la barre des appuis. Quand vous êtes sur la partie appui de calcul spécifique pour le bois, on aura le choix sur le type d'appui. C'est-à-dire soit un appui direct, en appui sur la poutre, soit un appui en extrémité indirect. Vous pourrez ensuite donner des informations sur les dimensions de l'appui, en longueur et en largeur, si la largeur est différente de celle de la barre, de la section de barre. Ensuite, on pourra préciser si l'appui se fait en Z plus ou Z moins, ou bien Y plus ou Y moins. Ça dépendra du coup si vous avez des poutres en appui sur une poutre, ou si c'est directement votre poutre qui est sur un appui de poteau, par exemple, ou d'extrémité de voile, et vous souhaitez donc vérifier la compression de la poutre sur cet appui, ou bien la compression d'une autre poutre sur la poutre support, par exemple. Vous aurez ensuite la possibilité de préciser si votre appui se trouve en extrémité de barre ou en milieu de barre, donc si c'est un appui interne, là-dessus, ça aura des impacts après, notamment sur le calcul, sur des vérifications supplémentaires sur la partie bois. Et puis, vous aurez des options. Donc, il y a des nouvelles options sur des vérifications, notamment avec ici la possibilité de prendre en compte la réduction d'effort tranchant selon la partie 6.1.7 paragraphe 3 de l'Eurocode 5. Ça permettra sur une zone de la barre de venir réduire cet effort tranchant au niveau de l'appui. L'autre possibilité, c'est de définir un élément de renfort. Donc là, l'appui de calcul pour le bois, il vous permettra aussi de faire des vérifications à la compression perpendiculaire aux fibres. Et donc là, vous aurez aussi la possibilité de rajouter un élément de renfort au niveau de cette partie-là, si besoin, par rapport à la compression perpendiculaire. L'autre point, ce sera la partie réglage du facteur KC90, ici, qui servira pour la compression perpendiculaire au fil. Selon 6.1.5. Donc là, on pourra le régler. Vous verrez dans la liste, vous aurez aussi des annotations sur les informations par rapport aux valeurs du KC90. L'avant-dernier point, ce sera savoir si l'appui de calcul et les paramètres que vous avez définis seront aussi à considérer dans les vérifications au feu. D'ailleurs, si à la vérification au feu, on fait aussi le contrôle à la compression perpendiculaire, et également si on vient réduire les efforts tranchants à ce niveau-là. Et le dernier point, ce sera la partie considérer les appuis pour les longueurs des travées, donc là pour la partie vérification des flèches. Donc là justement, les appuis de calcul, on voit qu'ils vont avoir un intérêt pour les structures bois et qui vont nous permettre ici de venir paramétrer à la fois la partie
flèche, mais à la fois également d'avoir des vérifications supplémentaires sur le bois. Donc ici, je vais pouvoir venir définir les appuis de calcul qui vont nous servir ici à préciser pour ces barres-ci qu'on souhaite faire une vérification d'une poutre sur 2 appuis ici et une poutre en porte-à-faux et éventuellement aussi avoir les vérifications à la compression perpendiculaire pour nos solives. Donc ici, je vais venir définir des appuis. Alors là, il me précise que les barres individuelles, elles ont encore des paramètres, il va les changer pour toutes. Et ici, on va pouvoir venir paramétrer notre appui. Donc là, vous avez différents types d'appuis. Automatiquement, comme on est sur des poutres bois, il nous propose le réglage pour les poutres bois. Ici, on va pouvoir préciser la longueur d'appui. Donc, ces solives, elles sont en appui sur des poutres qui font 160 mm de large. Donc, je vais laisser comme ça. Et puis, autre point, ici, on sera en appui sur le côté Z+. Donc là, les Z+, Z-, ça va dépendre de l'axe local de vos barres, ici. Je vais laisser un appui en extrémité ici. Et puis, ici, vous avez la possibilité de préciser pour le KC90. Donc là, on était sur des bois massifs, sur appui discret. Donc ce sera 1.5 à définir. Et éventuellement, si on avait une vérification au feu, on pourrait garder ça actif. Et ce qui va nous intéresser, c'est pouvoir considérer cet appui pour la partie vérification des flèches. OK. Ici, je peux venir définir un nouvel appui. Donc, ce sera directement sur le nœud intermédiaire. Ici, on a la petite flèche qui nous l'indique. Et ici, comme on est sur un appui en principe interne, je vais juste changer ça et repasser ça à 160 mm. Et puis là, on avait dit 1.5 à ce niveau-là. OK. Ici, je ne définis pas d'appui en extrémité, puisque sinon, ça voudrait dire qu'ici, on a une poutre sur 2 appuis. On peut voir que la partie flèche a changé. Maintenant, on a une partie de contrôle de flèche ici de 4 mètres et une partie contrôle de flèche de 1 mètre. Ce qui veut dire que là, les 4 mètres seront vérifiés avec les critères d'une poutre sur 2 appuis, et ici, la partie 1 mètre sera vérifiée avec les critères d'une poutre en porte-à-faux. OK, je peux valider. Les appuis sont aussi schématisés ici. Dans le modèle global, on peut les visualiser. Je vais maintenant passer sur le réglage de cette barre-ci et également de nos poutres d'appui ici. Donc là, ici, je peux venir modifier directement toutes nos barres. Alors, je vais, dans la partie flèche et appui de calcul, venir déjà définir les appuis aux extrémités. Donc là, je vais venir définir un nouvel appui. On va dire qu'aux extrémités de nos barres, on a des appuis de 200. Et là, on est sur des lamelets collés, donc ce sera 1,75 à ce niveau-là. En début et en fin de barre. OK? Et celle-ci, ce qui va nous intéresser, c'est de rajouter l'appui intermédiaire ici. Et pour cet appui intermédiaire, donc, on peut le retrouver. Alors, je peux basculer éventuellement l'affichage du modèle global. Ce sera le nœud 23 ici, et je vais venir définir un nouveau nœud. Alors là, je ne les ai pas réglés, j'ai pas modifié, mais éventuellement ici, je peux venir changer mon nom. Donc là, c'est un appui de 150 par 150, un poteau par exemple. Donc là, je vais venir changer la largeur, la longueur d'appui, mais également la largeur d'appui à 150. Ici, on est sur 1,75 à ce niveau-là. OK. Donc là, j'ai mon appui intermédiaire, et puis là, on peut voir qu'il a corrigé les longueurs de travée à vérifier. Et puis là, je vais juste passer avec local en Z. Et également pour ces barres-là, je n'ai pas changé le local en Z. Je vais changer le local en Z. Hop. Pour contrôler que la flèche sur Z. OK. Donc là, on a fait nos réglages et on va pouvoir basculer après sur la partie vérification bois. Pour passer sur la vérification bois, on peut passer dans les tableaux et basculer dans la partie vérification du bois. Ici, on retrouve, si je reviens sur le premier onglet, les situations de projet qui seront calculées. Donc là, toutes les combinaisons ELU, ELS, caractéristiques quasi permanentes.
Les objets à calculer, donc là, nos barres et nos ensembles de barres. Alors là, on peut voir qu'il y a des barres qui s'affichent en rouge puisque ça correspond en fait aux barres qui appartiennent à notre ensemble de barres. Donc celle-ci ne va pas les calculer, elles vont être désactivées au calcul. Il va calculer directement les ensembles de barres hein, pour celle-ci. Ici, on retrouve les matériaux, les sections, les configurations ELU, ELS, configuration de résistance au feu, et puis le récapitulatif de nos barres et de nos ensembles de barres à calculer. Je vais pouvoir exécuter le calcul. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer déjà toutes nos combinaisons, puis après, faire la vérification. Vous avez les résultats sur les vérifications ELU, ELS qui s'affichent. On peut filtrer, par exemple, afficher uniquement la partie ELS. Je peux basculer en affichage filaire. Donc là, on a les taux de travail pour notre partie vérification de flèche. C'est ce qui va nous intéresser ici. Et au niveau des vérifications, vous allez avoir ici directement la partie on va basculer sur les résultats de flèche. Et ce qui va nous intéresser, c'est par exemple regarder sur nos ensembles de barres. Alors, je vais basculer dans les efforts internes par ensemble de barres ou non, directement dans les ratios, pardon, par ensemble de barres. Et ici, au niveau de la partie flèche, ici, on va pouvoir sélectionner, par exemple, double-cliquer sur les résultats, ce qui permet ici dans le tableau, ce qui permet d'ouvrir la fenêtre de détail de calcul avec les formules de calcul. Ici, on peut voir que la vérification à cette position, elle est faite avec un critère de L sur 150. Ici, cette barre-là, on se retrouve sur la zone en porte-à-faux. Si je bascule sur l'autre barre de notre ensemble de barres, ici, et que je me déplace, ici, on sera avec le critère de L sur 300. Donc ici, on voit bien que le réglage des appuis change le critère de vérification de nos flèches et ajuste du coup le critère soit d'une poutre sur 2 appuis, soit d'une poutre en porte-à-faux. Sur la partie vérification ELU, ici, on a nos résultats. On peut voir qu'on a une zone qui ne passe pas ici à la vérification. Alors, on va regarder plus précisément ce qui se passe au niveau de cette barre-là. Alors, je pourrais basculer, par exemple, sur les ratios par section et on va aller voir ce qui se passe sur cette section. Ce qui ne passe pas, c'est la partie appui de calcul en compression perpendiculaire au fil. Donc là, on peut ouvrir le détail de calcul et visualiser les détails. Donc là, vous retrouvez les vérifications. Ici, avec le détail de calcul. Donc pour cette partie-là, je vous ai mis ça dans une slide pour faire une synthèse de la vérification qui est effectuée. Donc là, on va faire la vérification selon 6.1.5 et là, on va contrôler notre contrainte en compression perpendiculaire aux fibres. Donc là, on a le calcul, on a de L efficace qui est effectué pour calculer l'air efficace, pour calculer ensuite notre contrainte et faire notre vérification et notre comparaison pour sortir le ratio. Ici, on va pouvoir donc voir comment réajuster notre zone d'appui pour pouvoir peut-être la renforcer à ce niveau-là. Donc là, je vais quitter et revenir sur notre partie appui. Donc on avait vu tout à l'heure qu'on pouvait venir renforcer éventuellement la zone d'appui. Donc là, pour la partie d'appui, il y aurait peut-être plusieurs solutions, soit définir un renfort, soit venir réajuster peut-être la zone d'appui, donc avec un poteau, une zone d'appui un peu plus importante. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est la partie renfort. Donc pour les renforts, on va avoir
plusieurs possibilités et on va aller voir justement comment définir les renforts. Le renfort, il va être possible pour la compression perpendiculaire au fil via la définition de propriétés de vis. Donc là, on pourra définir nos propriétés de vis. Derrière, on va avoir également la partie définition de la distribution de charge. Ça va changer aussi des hypothèses de calcul pour la vérification du renfort par vis. Donc savoir si on a une distribution de charge linéaire ou non linéaire, ce qui va dépendre là-dessus sur le choix, ça va être le mode de distribution, c'est-à-dire soit on a une charge qui descend directement à l'appui, soit on a une charge qui est diffusée dans la barre, et donc là on aura une charge distribuée de façon indirecte avec du coup une distribution non linéaire. On aura le nombre de vis de renfort qui sera possible à définir. Ensuite, les vérifications qui seront effectuées si on active cette option de renfort, ce sera la vérification des vis en compression pour vérifier l'enfoncement des vis, la vérification du flambement des vis, et puis enfin la compression perpendiculaire en fil de l'appui avec les renforts. Et là-dessus, on suivra les indications, les méthodes de calcul de la méthode de calcul de BSK qui sont disponibles. Ici, vous avez l'indication de la documentation sur la méthode de calcul. Donc, on va voir ça justement dans RFEM. Ici, on va passer donc sur un renfort par vis et on va venir définir directement l'élément de renfort. Donc pour notre exemple de ce matin, j'ai déjà défini une vis ici. Donc là, vous pourrez renseigner des propriétés de vis. Vous pouvez également renseigner plusieurs et éventuellement sauvegarder votre réglage sous un modèle type. Et ici, ces données-là vont être ensuite utilisées. Donc, on aura juste à renseigner les propriétés de notre vis pour pouvoir les utiliser dans la vérification. Donc là, avec les données techniques des avis techniques des fabricants, vous aurez les différentes données à indiquer. Ici, je vais choisir le mode de distribution. Donc là, c'est une distribution des charges liées au chargement de mes planchers au niveau de l'appui. Donc ce sera plutôt une distribution indirecte. Donc je vais choisir la distribution de charge non linéaire à ce niveau-là. La longueur de la vis, celle-ci, elle est reprise directement par rapport aux propriétés. La longueur de filetage également. Et ensuite, on va pouvoir préciser le nombre de vis dans le sens du fil et perpendiculaire au fil. Perpendiculaire au fil, je vais juste définir une vis. Donc là, on va renforcer par 2 vis espacées de 6 cm à ce niveau-là. Et je vais valider. Effectivement, il va me préciser que les calculs vont être écrasés. Et une fois que l'on a fini notre réglage de renfort, on va pouvoir exécuter le calcul. Et on peut voir que là, sur la partie vérification LU, on n'a plus de zone rouge et on peut maintenant regarder ce qui se passe au niveau de la partie vérification. Donc je vais basculer ici et on était sur cette barre et ici au niveau de la compression perpendiculaire au fil, je peux double-cliquer dessus et là on peut voir qu'on avait ici la première partie de vérification de compression qui nous indiquait que ici on dépassait le taux de travail, on était à plus de 100%. Et là, on a la partie en lien avec le renfort. Donc là, on a les informations par rapport à la résistance à l'arrachement des vis. Ici, donc par rapport à l'enfoncement des vis. Ici, la résistance au flambement. Et puis enfin, la partie calcul pour pouvoir venir effectuer la vérification de notre compression avec renfort par vis. Donc là, c'est des détails de calcul. Si jamais ça vous intéresse de les documenter dans la note de calcul, vous pourrez également les envoyer à l'impression ici pour les ajouter à la note de calcul. Donc voilà pour cette matinale, ce que je souhaitais vous présenter. Donc vous pouvez également, pour plus d'informations ou voir sur la partie vérification des structures bois, vous pouvez consulter le webinaire qu'on a déjà réalisé, modélisation et calcul de structures en bois avec RFEM 6 et RSTEM 9. Vous aurez le lien directement dans
dans le document PDF. Et puis, vous avez ici d'autres liens, par exemple, sur la partie manuel en ligne, pour la partie vérification bois, donc là, directement le lien sur les appuis de calcul, en lien avec les vérifications bois, et puis là, vers le manuel tutoriel, pour démarrer un premier exemple avec RFEM6. Nous proposons également sur notre site plusieurs outils en ligne gratuits. Vous avez les outils de géolocalisation qui vous permettent de retrouver les informations sur les zones de neige, vent et de sismicité, les informations sur les propriétés de section. Vous avez aussi accès à notre large base de connaissances, donc des articles ici, avec également des FAQ, des articles techniques et FAQ qui pourront peut-être vous aider sur certaines questions, peut-être que vous vous posez, ou avoir plus d'informations sur des points techniques. Vous avez également accès à notre bibliothèque de modèles à télécharger. Vous retrouvez également sur nos chaînes YouTube ou sur notre site directement aussi toutes les vidéos de nos webinaires, de nos matinales qui seront également disponibles, ou toutes les autres vidéos d'information qui sont accessibles directement sur le site et sur YouTube. Et si besoin, vous avez aussi accès à la boutique en ligne, si vous souhaitez directement avoir des informations ou passer commande. Et si ce n'est pas déjà fait, vous avez aussi la version d'essai qui est disponible, vous pouvez télécharger, et avec une période d'essai de 90 jours. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter. Et pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter directement au numéro qui est indiqué ici, 01 78 42 91 61, ou directement par mail à info@dubal.fr et on pourra répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre participation, votre attention et je vous dis à bientôt.